Allez, c'est parti pour une petite croisière sur la Laïta. Tu veux, Janine? Bon. Bienvenue à tous à bord de la Sirène 3 alors. Alors c'est la Sirène 3 parce que j'en ai déjà coulé deux. C'est bien, on a les petits commentaires en plus. C'est bon, il y a les brassières là. Voilà, c'est ça. Alors ça c'est les brassières en froid. Si vous voulez les brassières à On va se débrouiller. en arrière. Au cas où. Non, plus rien, on n'en a pas besoin. Bon, ça va, tout le monde m'entend bien? Oui. Ouais. Des fois le micro il peut avoir des ratés, n'hésitez pas à me le dire. Et si jamais pendant la croisière vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper la parole. Je parle beaucoup, il ne faut pas hésiter à me couper. Surtout que des fois il peut y avoir des choses qui interpellent sur les bords avant que ça disparaisse, n'hésitez pas à demander. Le capitaine, Bon, le pirate de la voici Laïta. parti pour une petite croisière sur la Laïta. Alors déjà la Laïta, à votre avis qu'est-ce que c'est? Un fleuve, un estuaire, une ria? Un fleuve. C'est vrai que ça ressemble pas mal à un fleuve. Hein. D'ailleurs en breton on dit Ster Laïta, la rivière Laïta. Et en réalité, ici, on est dans une ria. D'ailleurs vous avez peut-être remarqué, le courant il est inverse hein, pour un fleuve qui va vers la mer. C'est parce que là la marée elle monte. Voilà. En fait une ria c'est le contraire d'une péninsule. Une péninsule c'est une avancée de terre dans la mer. Une ria c'est une avancée de mer dans la terre. Donc là en réalité jusqu'à Quimperlé nous sommes dans un bras de mer. Et d'ailleurs, la seule chose qui fait la variation de la hauteur d'eau, c'est pas les fonds, puisque les fonds sont à la même altitude jusqu'à Quimperlé, c'est la variation de la marée. La hauteur des quais à Quimperlé est la même que la hauteur des quais au Couldu. En fait, c'est calé sur la marée et pas sur la dénivellation du terrain. Et puis, la Laïta, c'est aussi la limite administrative entre le Morbihan à droite et le Finistère à gauche. D'ailleurs, j'espère que vous avez vos papiers parce qu'on va traverser la frontière plusieurs fois. Sur la gauche du bateau, là, la petite crique que vous avez là, on l'appelle l'anse de Sterviline. Sterviline en breton, ça veut dire la rivière du moulin. Alors le moulin n'existe plus, mais vous voyez, sous la berge, là, sous les herbes, on voit quelques pierres qui sont trop rectangulaires pour être naturelles. En fait, la digue traversait d'une rive à l'autre, là. Il y avait un moulin amarré par-dessus. Et derrière ce moulin, on avait un élevage de moules. Des moules de bouchon, qui aujourd'hui n'est plus utilisé, mais vous voyez les bambous qui dépassent de l'eau, là. Donc on en a là sur la gauche, on en a sur l'avant-gauche du bateau, là, entre la ligne de bateau et la côte. Et bien, ces bambous, ils sont là pour indiquer les tables à moules qui sont sous l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on fait des moules sur table, comme les huîtres, dans la Laïta. Et donc ces bambous, ils sont là pour dire, attention, si vous venez jouer par là, ça fera table à moule 1, bateau 0. Hein. Ah, les bateaux, ils n'aiment pas trop les mécaniques dans l'eau. Les coups dans les côtes, ça casse les hélices. Vous voyez, vous avez un pic là qui est en train de traverser, un pic épêche là. Ouais. Ouais, ça va vite. Ouais, c'est la façon de voler, une façon de voler très particulière. Ouais. Là, on va arriver à Port-Maurice. Regarde, avec un peu de chance, on verra même d'autres oiseaux. Et ouais, les moules sur la Laïta, alors c'est quelque chose qui a commencé, on ne sait pas bien quand, on sait juste que ça fait des centaines d'années qu'on élève des moules dans la Laïta. Et on sait que eh bien, la notoriété des moules de la Laïta a décollé grâce à un personnage historique particulier, grâce à Louis XV. Louis XV qui raffolait des moules de la Laïta et qui en importait jusqu'à 300 tonnes par an. Il y avait un goéland argenté là sur la gauche du bateau, au ras de la côte là. Ouais, Louis XV raffolait tellement des moules de la Laïta qu'il en importait jusqu'à 300 tonnes par an. 300 tonnes par an, ça fait un peu moins d'1 tonne par jour. Hein. Je sais pas s'il les mangeait tout seul, mais j'espère qu'il était accompagné. Hein. Bon, et puis à l'époque, en plus, l'import de moules se faisait en charrette à cheval. Je sais pas si les arrivées de Tafèche à Paris. Bon, enfin bon, les petites mères parfois à Paris, on a l'habitude, non? Non, en plus, c'est pas vrai. Ça dépend comment vous traitez les moules.
En vrai, les moules, c'est un coquillage, si vous le traitez bien, il survit bien. Parce que c'est un coquillage qui peut très bien ne pas être nourri, hein, ça jeûne assez bien, les moules. Par contre, ça a besoin de respirer, comme tous les êtres vivants. Et donc, les moules respirent l'oxygène qu'il y a dans l'eau. Et donc, si vous emmenez un tonneau de moules dans une charrette, il faut que vous emmeniez à côté un ou plusieurs tonneaux d'eau de mer. Et quand vous changez l'eau de mer, il faut brasser l'eau pour la réoxygéner avant de la donner aux moules. Et comme ça, normalement, les moules, elles survivent bien. Bon, après, s'il en apportait 300 tonnes par an, c'est peut-être parce qu'il y avait un peu de casse le temps d'arriver et que ça permettait quand même d'en manger une certaine quantité. Et donc, grâce à Louis XV, ces moules ont atteint une certaine notoriété, hein, puisqu'elles sont assez particulières. Elles ont un goût assez prononcé, elles sont plutôt orange, très musclées, bien remplies, bien charnues. Donc, c'est des moules que les gens adorent, enfin que les gens, en tout cas avant. Là, aujourd'hui, on s'est habitué à la moule de pleine mer, donc il y en a certains qui préfèrent la moule iodée de pleine mer et plus blanche. Mais les moules de la Laïta ont un fumet particulier que moi j'adore perso. Et en fait, le problème sur la Laïta, c'est que quand Quimperlé s'est équipé d'industrie, avec la révolution industrielle, eh bien tous les rejets industriels se faisaient dans la Laïta qui est devenue extrêmement polluée. Alors c'était pas trop un problème pour les moules, puisque les moules supportent bien la pollution, mais les humains qui les mangeaient, eux, supportaient beaucoup moins bien. Donc forcément on s'est arrêté d'en manger, donc on s'est arrêté d'en acheter, donc on s'est arrêté d'en élever. Et donc du coup, les élevages de moules ont périclité tous dans les années 70. Celui que vous avez vu là, avec les coteaux en bambou, eh bien il s'est réinstallé il y a 5 ans seulement. Parce que les humains, heureusement, quand ils font une bêtise, de temps en temps ils sont capables de se rendre compte qu'ils ont fait une bêtise. Et surtout, on est capable de réparer nos bêtises. Donc on a construit différents protocoles de protection. On a demandé aux industriels de gérer leurs rejets, leur pollution. Et donc petit à petit, les eaux de la Laïta se sont améliorées. Et comme les eaux de la Laïta sont propres et stables depuis une quinzaine d'années, il y a 5 ans, la préfecture a réautorisé l'installation d'un couple de mytiliculteurs éleveurs de moules. Et vous voyez d'ailleurs la barge plate là qui est sur le ponton de Portsmouth. Eh bien, c'est la barge mythilicole, c'est là-dessus qu'ils mettent les poches de moules. Et donc là, nous sommes en train de traverser un des ports les plus importants du Finistère, Portsmouth. Impressionnant, hein? Sacré volume. Non, alors évidemment, c'est des bêtises. Hein. Le port de Portsmouth est tout petit, mais ce port n'en reste pas moins important historiquement et culturellement. Alors historiquement parce que d'après les écrits qu'on a retrouvés, eh bien les écrits les plus anciens qui parlent de l'existence de l'utilisation de ce port, eh bien ça date du 15e siècle. Ça fait quand même plusieurs centaines d'années que ce port est utilisé. Et puis culturellement parce qu'en fait ce port permettait aux marins de ne pas aller se mettre en danger en pleine mer, puisque les marins restaient pêchés sur la Laïta tellement la Laïta était poissonneuse. C'est d'ailleurs ce qui lui a donné son nom, puisque Portsmouth, en breton, Pors, à l'origine c'est la plage. Et comme c'était sur la plage qu'on tissait les barques de pêche au retour de pêche, et bien par extension c'est devenu le port, et Mauric c'est la petite mer étant la Laïta. Donc Portsmouth c'est le port de la petite mer, parce que les marins justement restaient pêchés sur la Laïta. Et la Laïta a une particularité qui fait que c'est pas trop difficile de pêcher sur elle, dans la Laïta. C'est qu'on a des courants violents, vous avez vu à la traversée tout à l'heure, on les voit les courants, et il y a des courants violents qui tourbillonnent, qui parfois s'inversent brutalement, et ces courants creusent des chenaux naturels dans le sable, puisqu'on a des ponts sableux. Et donc, dans ces chenaux naturels, il suffit de tendre des filets en travers, et on récupère tout petit monde qui descend avec les courants. Et d'après ce que racontent les anciens, on peut pêcher parfois jusqu'à plusieurs tonnes de saumon inédit par semaine. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est assez sauvage ici. Et le petit-fils du dernier sablier me racontait comment son grand-père pêchait le saumon d'ailleurs. Il y avait tellement de saumon dans la Laïta avant pollution que quand le sablier traversait des bancs de saumon, ça sautait dans tous les sens. Et donc du coup, le grand-père il prenait le fusil et quand ça sautait, il tirait dedans. Quand il arrivait à en toucher un, il retombait en flottant à la surface. Et du coup, il le récupérait avec une grande épuisette. Mais si le saumon tombait trop près de la côte ou trop près des bancs de sable, j'espère que ça vous plaît. Le petit-fils et c'est parti, voilà, on va chercher. Ah
Ah bah le petit-fils, il a 70 ans aujourd'hui, il s'en souvient encore comme si c'était hier. Hein. Tu m'étonnes. Ça doit marquer un peu. Vous avez vu les boules oranges et blanches qu'il y a derrière et devant le bateau là? Alors là, c'est un autre type d'élevage de boules, là c'est de l'élevage sur filière. Donc en fait, vous avez une filière en surface et vous avez des câbles aussi, des filières qui descendent sous l'eau. Et en fait, ces câbles captent les boules qui vont venir s'installer dessus. Et ensuite, il suffit de vérifier à quel moment elles atteignent la taille vendable et de les récolter. Donc c'est encore, donc là vous aurez vu, les bouchons on n'a pas vu, mais les bouchons c'est des poteaux en bois sur lesquels il y a des guirlandes de moules. Les tables à moules c'est comme les tables à huîtres, et ça c'est des filières. Donc là c'est les trois méthodes d'élevage de moules. Et la cabane blanche que vous avez là, ça a été aussi une cabane à moules et une cabane de passeurs. Donc les moules dans la petite crique qu'il y a juste à côté. Et le passeur, puisque les charrettes descendaient le long du chemin qui mène jusqu'au quai, le passeur les chargeait à bord de sa barque à fond plat et emmenait les charrettes de l'autre côté. Si vous regardez en face, vous voyez, il y a un tronc mort et on voit qu'il y a un accès direct au bord de la Laïta là. Et bien du coup, cet accès direct au bord de la Laïta permettait aux charrettes qui traversaient de redescendre jusqu'au Pouldu ou de remonter jusqu'à Quimperlé. En général, elles redescendaient plutôt au Pouldu les charrettes. Parce qu'en fait, les deux grands villages, on va dire les deux grands centres, les deux grands villages du coin, c'était Guidel et le Pouldu. Et donc les échanges commerciaux se faisaient surtout là. Quimperlé, c'est beaucoup plus long. Et d'ailleurs, ce lieu-dit, Kerhop, eh bien ce lieu-dit a pris le nom, enfin pas le nom, on va dire, a pris le son qu'on faisait pour appeler le passeur. Puisque Ker en breton, c'est le village, ou le hameau. Et hop, c'était le cri qu'on faisait pour appeler le passeur. Hop, hop, hop. Donc quand il était du mauvais côté et puis qu'il dormait dans sa cabane, hein, on s'égosillait de l'autre côté pour l'appeler. Et du coup ça s'est inscrit dans le paysage, c'est devenu le village de Kerhop. Et des passeurs sur la Laïta, il y en a eu pas mal. Hein. Il y en a eu jusqu'à une dizaine tout du long. Là aujourd'hui c'est moi le dernier des Mohicans. Je serai peut-être même le dernier d'air, puisqu'ils ont prévu de construire une passerelle piétonnière à 20 mètres d'altitude pour pouvoir faire passer les gens. Donc du coup, à ce moment-là, le boulot n'aura plus beaucoup de sens. Alors pourquoi des passeurs régulièrement sur la Laïta? Bien, comme je vous disais, c'était surtout commercial, hein, puisque côté Guidel, on était plutôt agriculteurs, et côté Pouldu, on était plutôt pêcheurs. On arrive à un charrettes de poissons traversaient pour aller vendre leurs poissons à Guidel, et les charrettes de Guidel traversaient pour aller vendre leurs légumes et leurs céréales au Pouldu. Donc apparemment on utilisait aussi des passeurs pour faire se mélanger un petit peu les jeunes, pour mélanger un peu les sortes. On va arriver au pont de Saint-Maurice pour pas longtemps. Et là sur la droite du bateau, alors regardez devant, il y a un héron qui vient de décoller, il y en a un autre dans les pins là. Et donc les quatre maisons en pierre que vous avez à droite du bateau là, ça c'est un autre moulin à marée, mais en bien meilleur état. Alors ces moulins à marée, c'est le moulin de Becménez, ça fonctionnait comme les moulins de rivière, mais avec la marée. Donc quand la marée montait, la roue tournait dans un sens, et quand la marée descendait, la roue tournait dans l'autre sens. Malheureusement, à marée basse, ça ne fonctionnait plus. Donc pour optimiser, pour augmenter le temps de fonctionnement des moulins, on a construit la digue là, sur laquelle vous avez des gens en train de marcher. D'ailleurs, vous verrez sûrement des gens au bord de l'Aïta, c'est parce que le GR34, le chemin qui fait tout le tour de la Bretagne, par la côte, passe par là, il remonte jusqu'au pont Saint-Maurice et il redescend de l'autre côté. Et donc vous voyez cette digue, si vous regardez côté opposé au moulin, sous le petit arbre solitaire, là vous avez un carré en béton, je ne sais pas si vous le voyez. Et ce carré en béton, c'est la vanne. Quand la marée montait, on ouvrait la vanne, donc c'était une planche dans une glissière, l'eau remplissait la retenue d'eau, et à marée haute, on refermait la vanne, ce qui faisait qu'à marée basse, il suffisait de laisser la retenue d'eau se vider par la roue du moulin, et le moulin pouvait continuer à fonctionner. C'est comme ça du coup qu'on a augmenté le temps de fonctionnement des moulins. Pardon? Il y avait une question? Non, non. Ah, ok. Alors, regardez. On les entend un petit peu et vous voyez là, il y a deux hérons là dans les pins là-haut là. Il y en a un qui ouvre les ailes et il y en a un autre. Vous voyez sur le pin le plus petit? Et on les entend là. En fait, en ce moment, ils sont en train d'élever les juvéniles oniques. Ils sont en train de se reproduire et du coup là, dans pas très longtemps, on verra les jeunes qui commencent à essayer de s'envoler, de se muscler les ailes avant de partir pour explorer un peu autour.
bien. Hein. Donc là, vous voyez, il y a encore des moules sur filière. Les cubes là, eh ben, c'est des cubes, justement. Donc c'est la même chose que ce que vous avez sur les rochers quand il y a tempête. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. C'est juste que là, il y a d'autres choses qui se présentent. La cabane en ruine, là, c'est une ancienne cabane à moule également. Si vous regardez dans l'eau, vous voyez une forme rectangulaire, là, c'est une ancienne table à moule en pierre. Et là, nous sommes en train d'enrouler la pointe de Bec-Nénez. Bec-Nénez en breton, ça veut dire la presqu'île. Vous voyez, c'est une belle pointe rocheuse qui s'avance sur la Laïta. Et d'ailleurs, c'est l'endroit le plus large de la Laïta ici. Et si vous regardez bien cette pointe rocheuse, vous voyez, il y a deux rochers plats orangés là. Vous les voyez? Il y a deux trous noirs dedans, deux ronds noirs. Ouais. Entre ces deux ronds noirs, vous aviez une barre métallique qui était passée. Ça servait aux bateaux qui remontaient la Laïta. Parce qu'avant qu'on ait des moteurs, les bateaux qui remontaient la Laïta, c'était principalement des bateaux à voile. Sauf que dans la Laïta, à cause des courants et des vents de sable, eh bien c'est très compliqué de remonter à la voile. Et donc le seul moyen qu'on avait trouvé pour remonter la Laïta, eh bien c'était de se laisser pousser par les courants de marée montante en se maintenant dans les chenaux naturels creusés par ces courants. Sauf que au niveau de la pointe de Bec-Nénez, si vous regardez le courant derrière, vous voyez il avance au milieu de la Laïta. Si vous regardez sur la gauche du bateau, vous avez une bouille jaune là-bas. Ça c'est le début du banc de sable. Donc en fait, si on n'arrivait pas, imaginez quand vous êtes poussé par le courant, c'est difficile de tourner. Et si on ne réagit pas assez vite, on se retrouve coincé dans le sable. Et donc quand on approchait de la barre métallique, eh bien on sortait les grappins. Il fallait absolument réussir à attraper la barre. Quand la barre était prise, on frappait la corde à bord, c'est-à-dire on faisait un nœud sur un taquet. Et quand la corde se tendait, alors je vous laisse imaginer, c'était des bateaux d'une centaine de tonneaux de volume. Hein. Une centaine de tonneaux, ça peut faire 30-40 tonnes. Quand vous avez 30-40 tonnes qui se tendent au bout d'une corde, eh bien vous avez un bateau qui se couche sur le flanc en craquant dans tous les sens, en enroulant la pointe. Et la corde est tellement tendue qu'il n'y a pas moyen de défaire le nœud. Donc le seul moyen de se libérer, c'est de mettre un coup de hache. Et donc on a abandonné un grappin à l'aller et un grappin au cours. Alors exactement. En fait, il y avait toujours des gens, des pauvres gens qui attendaient sur les bords de la Laïta, qui avaient un bateau qui remonte. Ils récupéraient les grappins, ils remontaient jusqu'à Quimperlé pour les revendre aux bateaux qui les avaient perdus. Et si les bateaux ne voulaient pas les racheter, il y avait une porte à Quimperlé, ça se vendait plus les métal. Et ouais, notre père, c'est l'ancêtre de l'économie circulaire. Alors on est en droit de se demander, entre les courants violents, les vents de sable, les grappins qu'on est obligé d'abandonner, pourquoi prendre autant de risques pour remonter la Laïta? Eh bien parce que le grand port de commerce du coin à l'époque, c'était pas l'Orient, c'était Quimperlé. Quimperlé qui avait d'ailleurs des accords avec le port de Bordeaux. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'on importait? Du pinard. Et ouais. Ah bah il fallait du vin, hein, partout tout le temps. Là vous avez encore des goélands argentés là, côté droit du bateau. Alors pas que ça, hein, heureusement quand même, on importait aussi du sel, des épices, du textile. Et puis les bateaux repartaient avec ce que nous on avait, et ce qu'on a toujours d'ailleurs, regardez sur les bords de la Laïta, du bois. Du bois et les dérivés du bois. Puisqu'on était aussi une grande région sabotière. Donc les bateaux repartaient avec des sabots et également du papier. Et puis du bétail également. Ça c'était principalement. Alors les bateaux pouvaient repartir aussi avec du cidre. Parce que nous on gardait le vin, puis on envoyait le cidre à l'Orient. Parce que l'Orient à l'époque c'était surtout un chantier de construction navale. Et donc nous on gardait le vin et on envoyait le cidre aux ouvriers de construction navale. On n'était pas fous. Et le cidre c'est pas les Bordelais qui en voulaient, hein, vous imaginez bien. Tu demandais ça côté couleur? Ouais, alors je suis pas un expert en rocher. Je ne saurais pas vous dire quel genre de roche exactement. Je sais juste que par rapport à d'autres endroits de Bretagne, on a beaucoup de schiste. Ici, on serait plutôt dans du grès ou du granit. J'aurais tendance à dire du granit, vu la couleur. Et après, c'est vrai que dans le coin ici, surtout dans le Finistère,
on a une grande variabilité de roches. Vous voyez quand la roche est plus noire, c'est du schiste en général. Alors ça c'est de la bruyère, les fleurs du lait. Alors de la bruyère, ça dépend. Parce que ici on a plutôt de la calite, qui est la même famille que la bruyère, mais qui est pas vraiment la bruyère qu'on connaît. On a plutôt, normalement on a deux espèces de calune et une famille de bruyère. Alors, on arrive au pont de Saint-Maurice. Et toutes ces herbes qui sont mortes, là, que vous voyez, qui sont jaune orangées, là, c'est de l'asphodèle, qui était en fleurs il y a encore 3 semaines de ça. L'asphodèle, ouais, des fleurs blanches, une espèce de cocon de tétines blanches qui pointent vers le ciel, qui étaient d'ailleurs réputées pour être des fleurs sacrées, et que les Grecs plantaient dans les cimetières, parce que comme ce sont des fleurs qui pointent vers le ciel, les Grecs croyaient que ça aidait l'âme des morts à monter au ciel. Donc ils plantaient ça sur les tombes. Et ici, les bancs de l'Aïda sont couverts de ces plantes-là. Et donc, la Laïta est une voie commerciale. Et qui dit voie commerciale dit pirate. Et ouais, il y avait des pirates sur la Laïta. Alors attention, pas des pirates en galion, hein. Pas des pirates qui partaient à l'abordage au bout d'une corde, mais des pirates en barque. Alors c'est sûr, ça a moins la classe, mais ils étaient malins quand même. Le meilleur endroit pour tendre une embuscade, voilà, c'était là, sur la gauche du bateau. Vous voyez, la crique, elle apparaît au dernier moment. Elle est protégée par un banc de sable, donc les bateaux lourdement armés ne pouvaient pas y accéder, donc les barques étaient protégées. Et alors imaginez, vous êtes un bateau commercial, vous êtes à la vitesse du courant, puisque vous êtes poussé par le courant, donc on est à peu près à la vitesse présente là. Et puis là, vous avez 3-4 barques qui vous attendent avec des personnes patibulaires qui montent à bord et qui n'ont pas l'air de vous vouloir du bien. Et ben, vous ne pouvez pas faire grand chose, puisque comme vous êtes à la vitesse du courant, vous ne pouvez ni accélérer ni ralentir. Si vous prenez vos rames et que vous essayez d'accélérer ou de vous éloigner, vous risquez de vous planter dans le sable qui est au milieu. Donc il n'y avait rien à faire. Et donc les pirates, eux, ils prenaient leurs rames, ils venaient se poser contre votre coque et ils vous poussaient au milieu de la Laïta jusqu'à vous planter dans le sable. Et une fois que vous étiez planté dans le sable, eh ben, il n'y avait pas grand chose à faire, hein, à part se laisser piller, puisque pour repartir, il fallait être plus léger. Donc les pirates, ils étaient malins, ils disaient attendez, attendez, on va vous donner un coup de main, on va vous délester. On peut être pirate et serviable. Hein. D'ailleurs, on arrive au petit quart d'heure pillage de la croisière. J'espère que vous avez un peu de liquide. Je prends les chaussures aussi. Alors, il peut y avoir des combats à bord des bateaux, mais comme la Laïta est peu profonde, on ne pouvait pas équiper les bateaux avec des canons. Sinon, on était trop lourd et on était touché. Donc, en fait, il y avait peu d'armes à feu à bord des bateaux. Et la majorité des combats se faisaient à coups de rame. Vous avez une buse qui vient de décoller devant le bateau là-bas, devant les arbres. Alors ça peut faire sourire comme ça des batailles à coups de rame, mais un coup de rame dans la tête, ça fait pas du bien quand même. Hein. D'ailleurs, on a retrouvé des témoignages de Quimperlois qui se disaient choqués par les bateaux qui arrivaient au port, parce que les bateaux qui étaient attaqués, les marins, ils se mettaient des coups de rame dans la tête, et comme la tête saignait beaucoup, et bien du coup ça couvrait le pont de sang. Donc les bateaux qui arrivaient étaient couverts de sang séché, et forcément ça marque un peu les esprits. Elle est là-haut la buse, là, on va tourner. En haut à gauche. Et là nous arrivons devant le pont Saint-Maurice. Le fameux pont Saint-Maurice. Alors je dis le fameux pont Saint-Maurice parce que c'est déjà le 3e. Eh oui, c'est pour ça que c'est une sacrée histoire, c'est un sketch le pont Saint-Maurice. Si vous regardez juste avant le pont actuel, de chaque côté, vous avez 2 anciennes piles de pont. Côté Morbihan, ça a été bétonné pour faire un point de vue. Et côté Finistère, vous avez des pierres de taille. Sauf que ces pierres de taille, elles sont agencées un peu bizarrement. Vous voyez, il y a les grosses en haut et les petites en bas. Normalement, on fait plutôt l'inverse dans la construction traditionnelle. En fait, c'est tout simplement parce que eh bien, ce ne sont pas des pierres qui ont été taillées pour faire le pont. En fait, ce sont les pierres de l'abbaye Saint-Maurice qui ont été démontées pour être remontées ici. Et c'est pour ça qu'ils les ont remontées un peu anarchiquement. On voit bien, normalement, les pierres de taille, c'est bien jointif, c'est fait pour bien coller. Là, on voit que ça a été fait un peu à la main comme je te pousse. C'est joli ce pont, regarde en face. Alors, pour bien comprendre, il faut vous dire qu'il y avait
tellement d'échanges commerciaux entre les deux rives que déjà à partir du XVIIIe siècle, on avait imaginé plusieurs projets de ponts sur la Laïta. Mais comme on n'avait ni les moyens techniques ni les moyens financiers, eh bien il a fallu attendre le XXe siècle. Et au XXe siècle, eh bien, les nazis qui avaient pris possession de l'abbaye Saint-Maurice ont incendié l'abbaye. Et donc, quand ils sont partis à la fin de la guerre, l'abbaye était en ruine. Et du coup, la commune de Clohars-Carnoët a proposé de démonter l'abbaye pour faire le pont. Alors, dans une région aussi catholique que la Bretagne, j'imaginais bien que ça a fait grincer des dents dans les chaumières. Tout le monde n'était pas d'accord. Alors bon, finalement, c'est Clohars-Carnoët qui a eu le dernier mot et l'abbaye a été démontée, le pont a été construit. Et il a été inauguré en 1954 par François Mitterrand quand il était ministre de l'Intérieur. Mais malheureusement, on a été un petit peu pressé et on n'avait pas suffisamment bien étudié l'environnement local. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'avec les courants violents qu'il y a ici, et comme les fonds sont entièrement sableux, ça fait comme quand vous mettez vos pieds en bord de mer. Vous voyez, si vous ne bougez pas, avec les vagues qui vont et qui viennent, voilà, ça creuse et on s'enfonce. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour le pont. Ça a commencé à bouger et comme le tablier est en béton armé, bah, ça a claqué. Et donc, il a fallu construire le pont actuel qui a été inauguré en 1994 par Louis Lepinsec, qui était conseiller régional à l'époque et qui est devenu ensuite ministre de l'Agriculture et de la Mer sous Mitterrand. Vous voyez, il a été entretenu cet hiver-là. On voit les échafaudages, là en fait il y en a eu tout l'hiver. Ils ont sablé le pont, ils l'ont sablé, repeint, et puis ils ont changé les renforts pendulaires de chaque côté pour limiter les mouvements du pont. Parce que le pont continue de bouger là. Quand ils ont changé les renforts pendulaires, ils se sont rendus compte que le pont avait bougé de 7 cm. Du coup ils l'ont remis droit, et pendant qu'ils le repeignaient, il a bougé de 7 cm de l'autre côté. Du coup ils l'ont remis droit, et là on espère qu'il ne bougera plus. Alors, vous voyez, vous vous souvenez de l'histoire du pont de Gênes en Italie qui s'est effondré là? Eh bien, ça a fait ressortir toutes les polémiques autour du pont Saint-Maurice. Hein. Donc, on a eu dans les journaux locaux plein d'articles qui disaient que le pont était dangereux, qu'il allait s'effondrer, d'autres articles qui disaient mais non, il est bien entretenu. Bon, alors effectivement, c'est un pont qui bouge, et ce modèle de pont est prévu justement pour encaisser les mouvements. C'était exprès. Et bien entretenu, j'ai été discuté avec le maître d'œuvre, bien entretenu, ce genre de pont peut tenir plus de 100 ans. Donc là, a priori, on est un peu tranquille quand même. Au moins jusqu'en 2094. Mais bon, ça reste un sujet sensible, hein, parce que les anciens, avec leurs impôts, ils ont quand même payé 2 ponts, dont une démolition d'abbaye. Donc du coup, si jamais vous buvez un coup avec les locaux et que vous voulez mettre l'ambiance, parler des ponts Saint-Maurice, en général, ça marche bien. Alors tenez madame, je vais répondre à votre question sur l'écume tout à l'heure. Alors c'est vrai que cette écume, elle ne fait pas très propre comme ça. Et quand on demande aux anciens du coin, en plus, pour eux encore aujourd'hui, ils pensent que c'est la pollution. Parce que quand la papeterie de Quimperlé rejetait la colle et quand l'abattoir rejetait les graisses animales, eh bien on avait d'énormes plaques de mousse, parfois d'1 mètre d'épaisseur, qui sentaient très mauvais, qui descendaient la Laïta. Et ça a énormément marqué l'esprit des anciens, enfin l'esprit d'Aura, comme ça dira. Bon, ce qui est compréhensible, hein. Mais ce que vous avez là aujourd'hui, c'est naturel. C'est de l'écume de mer qui ne se forme qu'à marée montante. Parce qu'à marée montante, vous voyez, regardez, là on le voit bien là. Regardez sur la gauche du bateau, vous avez les courants de marée montante qui viennent rencontrer les courants de douce descendante. Ouais. À la rencontre entre les deux, vous avez les tourbillons qui se forment. Et dans ces tourbillons, eh bien, vous avez les molécules qui sont dissoutes dans l'eau, qui sont agitées, qui s'agglomèrent et qui forment de la mousse. En fait, ce que vous avez là, c'est une émulsion. C'est comme quand vous battez des œufs en neige ou que vous faites une mayonnaise. Et d'ailleurs, cette mousse, ah bah, il y avait un déchet, j'aurais essayé de le ramasser, je l'ai mis trop tard. Vous voyez, elle tourne sur elle-même. Et donc cette écume, elle indique surtout que en fait, la Laïta est un milieu qui est bien nourri. Il est nourri par des particules
de mer qui arrive avec la marée montante et nourri par des particules de terre qui arrivent avec les rivières qui se jettent à Quimperlé. Et donc du coup, on a un milieu qui est bien nourri et c'est pour ça qu'on a bien des coquillages, des poissons et des poissons pêcheurs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Alors quand ça fait trop de mousse, c'est que c'est trop nourri. Et puis quand ça fait pas de mousse, c'est qu'en général, il n'y a pas assez de molécules organiques. C'est que c'est trop minéral. Mais par exemple, si vous secouez une bouteille d'eau minérale, vous n'arriverez pas à faire de la mousse. Par contre, si vous secouez une bouteille d'eau de pluie, par exemple, on va pas que l'eau de pluie est assez minérale aussi, mais ça dépend depuis combien de temps vous l'avez stocké. Mais bon, si vous avez de l'eau dans un seau depuis plusieurs jours et que vous la secouez, il y a plus de chances qu'elle mousse. Dès qu'il y a un peu de molécules organiques, ça a tendance à mousser. On arrive là, dans une abbaye de Saint-Maurice. Et alors, lors des grandes marées, c'est très chouette parce qu'il y a énormément de mousse qui se forme et donc vous avez plein de jolis motifs, plein d'arabesques dessinés. Déjà là, c'est joli. Hein. Mais alors, pendant les grandes marées, c'est encore plus impressionnant. Là, sur la droite du bateau, la digue que vous avez là, c'est encore une digue de moulin à marée. Alors, le moulin a disparu, mais vous voyez, la digue est encore bien là. Et le trou, c'est la vanne. Sur la gauche, avec le de Saint-Maurice. Ça, c'était les moulins de Bénoise. Je dis les moulins parce qu'il y avait un moulin à marée et un peu plus haut, il y a un moulin de rivière qui aujourd'hui ne sert plus de moulin, mais qui est devenu une maison d'habitation. Là, du coup, nous arrivons en vue de l'abbaye Saint-Maurice. Enfin, de ce qu'il en reste. Alors tenez, si vous voulez voir à quoi ça ressemblait avant d'ailleurs, j'ai un petit classeur bleu là avec des images d'archives si vous voulez bien faire passer. Ça va illustrer ce que je vous raconte. L'ancienne abbaye de Saint-Maurice, il y avait une abbaye avant. Vous verrez des photos de l'abbaye avant les il y a plein de Alors l'abbaye Saint-Maurice, elle a été construite dans un marécage qu'on appelait d'ailleurs la vallée aux serpents. Donc ils étaient 12 autour de l'abbé Maurice de Langonette. Et quand ils sont arrivés au XIIe siècle et qu'ils ont demandé au duc de Bretagne qui appartenait les terres de leur donner, bon, comme c'était un marécage et que personne n'en voulait, le duc n'a pas hésité à leur donner. Et donc vous pouvez imaginer que les premières années ont été rudes. Et d'après le témoignage de l'abbé Maurice, c'était fréquenté par les serpents et par les loups. Les premières années étaient un peu compliquées. Mais bon, ils sont restés 600 ans, hein, ils ont eu le temps de bien bosser. Et donc, vous voyez, ils ont eu le temps de construire, voilà. Donc, en fait, tout ça, c'était un marécage, donc c'est devant le bateau, là. Et le bâtiment qui a disparu, vous voyez, il s'étendait de la grille bleue, là, du portail d'entrée, jusqu'au bout du muret, là, vers la gauche, là où les gens sont en train de marcher. Donc là, vous aviez un bâtiment de 3-4 étages qui a entièrement disparu aujourd'hui. Et au bout du muret, vous avez une plateforme verte, là. Là-dessus, il y avait un moulin. Et à côté de la plateforme verte, sous les arbres, vous avez un passage sombre. Et ça, c'était là où passait l'eau. Et là, vous avez la vanne derrière. Et donc les moines, ils ont fait une pisciculture, ils ont réussi à assécher une partie pour faire de l'agriculture. Donc il y avait un moulin, ils ont créé pas mal d'activités. Si vous regardez droit devant le bateau, au-dessus du muret qui est à côté de l'entrée officielle de l'abbaye, là vous voyez la porte elle est ouverte, vous avez un verger au-dessus, un verger à pommier, parce que les moines faisaient du cidre. Je vais faire demi-tour, hein, vous allez pouvoir voir. Un verger à pommier, et entre le verger à pommier et le muret, vous avez une ligne vert clair. Ça c'est une ligne, parce que les moines faisaient du vin également. Bah oui, il fallait du vin de messe. Même si c'était de la piquette probablement, il fallait du vin de messe. Bon, aujourd'hui on fait plus de vin, par contre on fait toujours une cuvée Saint-Maurice. Voilà, il y a encore du cidre qui est fait à partir de ces pommiers. Voilà, c'était Et ça c'est toujours une crêperie. Alors d'ailleurs, croisière sur la est-ce que Laïta, vous savez ce que c'était allez, à l'origine? Kenava, Wechal. À l'origine c'était la maison